Bonjour et bienvenue sur la chaîne 13 Pichado, en particulier pour les abonnés les plus fidèles qui reviennent souvent. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez détaillée pour parler de la stratégie de Franck Macourt sur le plan de l'investissement et de la valorisation de l'Olympique de Marseille. J'ai fait des actualisations assez régulièrement de la valo de l'OM ces dernières années. Là, il s'agit de revenir en détail sur la méthode, comme on l'avait fait initialement en 2022, et reprendre tout ça de manière très détaillée, avec beaucoup plus de données cette fois-ci en soutien de cette analyse. Combien ça vaut l'OM? Alors, on a des chiffres qui sont en milliers d'euros ou quelquefois en millions d'euros, vous allez voir à travers cette présentation. Alors, on va avoir des chiffres qui sont présentés différemment par différentes sources. On va par exemple avoir Deloitte Football Money League qui est utilisé et beaucoup d'autres sources qui vont avoir une approche un peu différente de ce qu'ils appellent la valeur de l'entreprise. Donc, je tiens à bien séparer. Dans certains cas, on va parler de la valeur d'entreprise et dans d'autres cas, on va parler de la valeur pour l'actionnaire. La valeur de l'entreprise, c'est la valeur du club, donc, qu'on établit en général avec les produits hors mutation du club, donc les revenus récurrents du club, qu'on multiplie par un multiple qui dépend selon le type du club et notamment la bonne gestion et la taille du club et le prestige du club. De l'autre côté, on a la valeur de l'entreprise. Une fois qu'on l'a déterminée, on peut lui retrancher la dette nette, et notamment la dette financière auquel on soustrait le cash, pour obtenir l'equity value qui là est donc ce qui revient aux actionnaires. C'était important de bien faire cette distinction-là, puisque la plupart des sources qu'on va utiliser aujourd'hui vont faire référence plutôt à une valeur d'entreprise, alors que souvent, quand on réfléchit notamment aux investissements de l'actionnaire, il faut penser plutôt en termes de equity value, et si on a une entreprise qui est cotée en bourse, il faudra également raisonner en termes de equity value. Voilà pour ce petit point méthodologie. D'autre part, ce qui n'avait pas encore été fait dans la vidéo précédente, c'est que je n'avais pas présenté la méthode de valorisation par le bilan, ou ce qu'on appelle l'actif net réévalué. Alors quand on prend le bilan du club, on peut voir qu'il y a un total de bilan, mais ce total de bilan, il n'est pas vraiment révélateur pour la valorisation du club, dans la mesure où il y a pas mal de données là-dedans qui sont pas très, pas très pertinentes sur le plan de la valorisation. En particulier, il faut réévaluer les immobilisations corporelles et incorporelles, comme par exemple les actifs comme le stade ou le centre d'entraînement, ou ce genre de choses-là qui sont des actifs physiques du club, ou les joueurs de football, les contrats qu'on a avec des joueurs qui ont été transférés. Ces choses-là, elles sont valorisées à une valeur historique dans la comptabilité française, et donc ça ne donne pas exactement une bonne idée de ce que ça vaut à la date d'aujourd'hui. Par exemple, les joueurs, on sait qu'ils ne valent pas du tout le montant qui est de 113 millions qui est indiqué sur le bilan. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut ajuster. La deuxième chose, c'est qu'on ne va pas tenir compte, ça c'est pour diverses raisons, de ce qu'on appelle les actifs et les passifs circulants, qui sont en fait les créances fournisseurs, les créances clients, ce genre de trucs-là, les dettes fournisseurs et les créances clients. On n'en tient pas compte parce que ça fait partie en gros de la nature du business. Donc ça ne fait pas partie vraiment de ce qu'on compte dans l'évaluation de l'entreprise par l'actif net. On ne va pas tenir compte non plus de la situation nette des comptes courants d'associés et des provisions, parce que ça fait partie des fonds propres qui appartiennent aux actionnaires, et c'est donc ça qu'on essaye de valoriser. Donc ça non plus, on ne va pas essayer forcément de le compter dans notre calcul. Et donc, au bout du compte, on doit réévaluer une bonne partie de ces données-là, en supprimer un certain nombre, et enlever les passifs circulants du bilan. C'est une méthode qui finalement nous laisse pas beaucoup des éléments du bilan dans le résultat final. Alors, il y a un élément qui est très important dans cette méthode de valorisation, c'est le stade, puisque forcément, pour la plupart des clubs de football, le stade, c'est un actif très important. Mais nous, à l'OM, on sait qu'on a le plus grand stade de Ligue 1 avec 49 000 abonnés, 13 800 chanteurs par virage, 67 394 places dans le stade, 66 115 spectateurs à domicile pour le record d'affluence qu'on a eu contre le PSG il y a quelques mois.
On a vu qu'avec 19 euros par match, on arrive quand même à faire 39 millions d'euros de recettes de billetterie en 2023-2024, en 2022-2023, malgré le fait qu'on ne soit pas allé très loin en Ligue des Champions. Donc ça donne une idée du potentiel de ce stade qui est quand même colossal, qu'on connaît très bien. Si on compare par exemple à ce qu'a l'Olympique Lyonnais, eux, ils génèrent un peu moins de recettes de billetterie que nous. Ils ont investi à peu près 450 millions d'euros pour la construction du stade et de ses aménagements, dont à peu près 380 millions d'euros pour le stade. Ils ont financé ça par des dettes financières. Alors ça, c'est le montant du refinancement par John Textor. Je schématise en utilisant les données qui sont actuelles post-acquisition par John Textor. Mais dans les faits, aujourd'hui, ils ont 320 millions d'euros de dettes qui sont liées au stade du Groupama Stadium de Lyon. En net, ils ont récupéré un peu d'argent sur les ventes d'aménagement et ils ont sûrement financé une partie du stade finalement en bon an mal an, poche droite, poche gauche, par leur finance du club. Ils ont un coût de ce stade quand même qui va être d'à peu près 25 millions d'euros pour le remboursement de la dette, plus 10 millions d'euros pour la maintenance, plus à peu près 7 ou 8 millions d'euros de coûts pour le fonctionnement du stade, pour les stadiers, ce genre de trucs-là, toute la saison, qui finalement fait que tous les ans, il faut qu'ils sortent à peu près 10 millions d'euros pour avoir le droit de jouer dans leur beau stade à Lyon, et ça leur génère absolument pas de recettes. Donc c'est pas satisfaisant ce truc-là si on est lyonnais. Et si on compare avec la situation marseillaise, nous on génère un peu plus de recettes, donc 39 millions d'euros de recettes en 2023. On a des coûts de fonctionnement qui représentent comme eux 25% de nos recettes de billetterie, ce qui nous fait une exploitation du stade qui nous génère à peu près 20 millions d'euros par an. Reversé par le propriétaire. Et ça, c'est grâce, bien entendu, à la mairie de Marseille qui supporte le coût de l'entretien du vélodrome et qui en reste le propriétaire. Donc ça, en tout cas, à court terme, ça a quand même un gros avantage par rapport à l'OL, puisqu'on voit que nous, on génère 20 millions d'euros de trésorerie par an, grosso modo, pendant que eux, ils sont obligés de dépenser 10 millions d'euros sur leur fonctionnement général pour arriver à entretenir leur stade. Alors, le stade, c'est évidemment un atout pour la ville, et il y a une bonne raison pour laquelle la ville finance l'entretien du stade, c'est parce que le vélodrome, ça a une position unique à Marseille, c'est un vrai monument qui fait partie de l'offre touristique de la ville dans son intégralité et qui attire beaucoup de tourisme. Et donc, il y a une vraie logique à ce que la mairie reste propriétaire du stade et continue à financer une partie de son entretien et de sa maintenance. Et il y a une vraie logique économique à continuer à faire vivre ce stade de l'intérieur avec des supporters fantastiques, puisque ça aussi, ça donne beaucoup de visibilité au club et beaucoup de prestige à l'international. Donc il faut absolument qu'on continue à entretenir ce lien avec les supporters et cette spécificité marseillaise. Alors, combien ça coûte un stade de football, on peut se demander, parce que quand même, nous, on a peut-être payé 400 ou 500 millions d'euros pour l'entretien du vélodrome avec ce schéma d'Arema. Mais si on compare avec ce que nous dit l'Inter Milan sur leur construction de stade en commun avec le Milan AC, on voit qu'eux, ils ont un coût de construction du stade qu'ils estiment à peu près 1 milliard d'euros en incluant la démolition de leur stade existant et puis un fonds pour la régénération de l'espace autour du stade. Ils ont aussi ce qu'on appelle des soft costs, dont des coûts de consulting, d'architectes et de ce genre de trucs-là, qui leur coûtent à peu près 235 millions d'euros, et encore des coûts de construction en plus pour un centre commercial, du divertissement et du secteur tertiaire pour une vingtaine de millions d'euros. Au total, ils prévoient de dépenser 1,3 milliard d'euros quand même avec leurs copains du Milan AC pour acheter un stade de foot ou pour se faire construire un stade de foot qui sera finalement un stade de 65 000 places. Donc finalement encore un peu plus petit que celui du vélodrome. Donc on voit que ça coûte quand même très très cher de fabriquer un stade de foot en 2025. On est aujourd'hui, en termes de valorisation, on est dans une situation où la valeur du vélodrome, peut-être on va estimer à peu près 500 millions d'euros aujourd'hui, dans ces eaux-là, elle est répartie aujourd'hui entre les mains de différentes personnes. Il y a la mairie qui a cédé à Marseille, à l'OM,
le droit d'exploiter le stade et donc les recettes de billetterie en échange d'une petite location. Euh, Ils sont engagés aussi à payer les frais de maintenance à Arema. Et du coup, au total, ça fait à peu près 25 millions d'euros qui sortent, qui tombent dans la poche d'Arema. Et Arema touche en plus les 2,5 millions du naming du vélodrome de Orange. Et donc, au bout du compte, quand on regarde, bah, ils se répartissent un peu le gâteau et c'est normal que la valeur, elle soit répartie aussi entre tout le monde. Et puis, si on prolonge un petit peu au-delà de la saison actuelle, si on essaie de se projeter pour l'avenir de manière un peu simplifiée, avec des taux de croissance de 3%, les coûts du stade qu'on va évaluer à 25% du total des recettes de billetterie, et des frais de maintenance bah, qui vont essayer de rester constants avec 3% de croissance, le naming, on va se dire qu'on va arriver à renégocier 3% de croissance aussi. Faire des choses très basiques comme ça permet d'avoir des ordres de grandeur pour ces choses-là. Ça n'aura pas un résultat précis, mais c'est quand même assez fiable de fonctionner de cette manière-là pour obtenir des valorisations. Euh, et on va utiliser ce qu'on appelle un discounted cash flow dans ce cas-là, puisqu'on a des cash flows qui sont assez prévisibles sur l'ensemble de ces choses-là. A priori, ça ressemble un peu à des loyers, en quelque sorte. Et c'est un peu comme si on avait un propriétaire et un locataire. Bah, le locataire, il a le droit d'occuper le stade pendant un certain temps avec un prix, avec un loyer qui est quand même très bon marché. Il y a la mairie qui est prête à subventionner le locataire à coût de X millions par an pendant les 20 prochaines années. Et il y a Arema qui s'est engagé à entretenir le stade et qui, pendant les 20 prochaines années, bah, a un montant fixe qui va toucher pour entretenir le stade. Donc à partir de là, on a des montants assez fixes, on peut faire ce qu'on appelle un discounted cash flow, une actualisation des cash flows futurs, pour déterminer la valorisation qu'on va attribuer à chacune de ces parties-là. Et on va retomber sur nos pattes. Ah, c'est marrant, on a un chiffre d'à peu près 460 millions d'euros qui sort au total de ces trois trucs-là. On n'est pas surpris, c'est à peu près ce qu'on s'attendait à avoir comme valeur pour le vélodrome. On considère la répartition actuelle de la valeur estimée du vélodrome entre les bénéficiaires. Alors on voit qu'aujourd'hui, une grosse partie de cette valeur-là, qui appartient à l'OM, qui bénéficie de cette grosse subvention et qui va encaisser les recettes de billetterie sans avoir à payer un gros loyer jusqu'en 2043. La mairie, de son côté, elle, elle va devoir payer tous ces trucs-là, mais en 2043, elle récupérera un beau stade tout neuf, tout propre, normalement bien entretenu par Arema, et elle pourra le louer à un locataire au prix du marché. La question, c'est de savoir si elle trouvera un meilleur locataire que l'OM. Mais en tout cas, la mairie, normalement, c'est ça son calcul, elle doit pouvoir louer ou redévelopper le stade à ce moment-là. Et au total, ça nous fait à peu près 460 millions de valeur pour le vélodrome. Donc Arema 130, la mairie 30 et l'OM à peu près 300. En 2043, par contre, c'est la mairie qui aura tout, puisque les 650 millions qu'on estime que ça vaudra à ce moment-là, avec la petite croissance, et ça sera tout à la mairie. Alors, comment ça va évoluer dans le temps, ce truc-là? On peut se projeter un peu pour voir, avec ces espèces de petites barres jaunes, c'est ce que j'ai essayé de vous matérialiser, comment cette répartition, elle va évoluer dans le temps. Et donc, on peut se le projeter comme ça, avec juste des calculs un peu mathématiques, pour voir comment la valeur s'érode pour l'Olympique de Marseille et pour Arema, pendant que la mairie, petit à petit, va récupérer l'essentiel de la valeur de cet actif-là. C'est pas évident qu'il y ait une transaction qui se fasse entre les trois parties, parce qu'ils vont tous avoir des idées un peu différentes sur le prix exact qu'ils veulent recevoir pour leur intérêt dans ce truc-là. Mais la mairie s'est déjà prononcée en disant qu'ils voulaient vendre à l'OM de préférence, ou au propriétaire de l'OM. Et Macourt, a priori, c'est quand même un développeur immobilier, ça peut l'intéresser ce genre de truc-là, donc c'est pas exclu qu'il y ait quelque chose qui se passe de ce côté-là. Du côté des immobilisations incorporelles, indemnités de mutation, donc on va aussi incorporer maintenant le vélodrome dans ces immobilisations incorporelles pour à peu près 200 ou 300 millions d'euros. Je ne voulais pas trop me mouiller avec mon chiffre de 300 millions d'euros, mais je pense que c'est à peu près ça, la valeur des immobilisations incorporelles du vélodrome pour l'OM. La valeur de la marque OM, elle est estimée par Brand Finance en
2024 à 162 millions d'euros. On a aussi la commanderie qui est estimée à peu près à 25 millions d'euros dans les comptes de l'OM ces dernières années, donc je les garde à peu près au même prix. Et la valeur de l'effectif que j'ai réévalué au prix de Transfermarkt, puisque ça vaut plus que les 112 millions d'euros que j'ai compté dans mon estimation comptable. Donc voilà, on utilise ces données-là qui sont les plus fiables à notre disposition pour essayer de construire notre petite valorisation par les actifs petit à petit. Et puis on complète avec les éléments du bilan. Alors on essaie de voir un peu au KPMG comment ils ont pu faire leur compte quand ils ont fait leur calcul pour arriver à 480 millions d'euros en 2024. Et en reconstituant, moi je vois qu'en utilisant les chiffres de la DNCG et de Transfermarkt, il manque quelque chose, c'est la concession du stade. Eux, a priori, ils auraient donné que 12 millions d'euros de valeur à cette concession du stade, ce qui me paraît un peu aberrant compte tenu de l'intérêt qu'a l'OM à avoir cette concession pendant une très longue durée. De mon côté, du coup, j'ai donné beaucoup plus de valeur à cette concession du stade. J'ai utilisé des données, entre guillemets, plus actuelles qui correspondent à moi, à ma projection pour le 30 juin 2025 de ce que pourraient être les comptes de l'OM à la fin de la saison. Je risque de beaucoup me tromper sur ces choses-là, en particulier sur le bilan, parce que c'est très difficile de prévoir précisément la photo du bilan à un instant T. Donc a priori j'ai pas les bons chiffres là-dessus, mais ça donne quand même des idées, un ordre de grandeur, puisque ça va se compenser. Si on a moins de dettes, c'est qu'on aura plus de on aura moins de liquidités et inversement. Donc c'est des choses qui normalement s'équilibrent au total, et la valorisation, elle devrait pas trop bouger dans l'ensemble, c'est à peu près 745 millions. Alors c'est 745 millions, plus ou moins 10%, hein, donc entre 670 et 850, c'est toujours à peu près dans la bonne fourchette. Hein. Donc là, si on doit comparer avec la méthode des multiples, les chiffres ils sont en milliers d'euros, sauf mention contraire. Et j'ai utilisé toutes les données que j'ai pu trouver sur la valorisation des clubs de football. Et je me suis intéressé alors à un aspect qui me paraissait très important, c'était de voir quels étaient les stades de tous ces clubs comparables. Alors j'ai 51 clubs comparables, dont les 20 clubs de la Deloitte Money League qui sont inclus dans cet échantillon. Et j'ai bien voulu regarder ces 23 clubs et les 51, même tous ensemble, combien de capacités de stade, quels étaient leurs plans de redéveloppement de leur stade, s'il y avait des gros travaux à prévoir. Je les ai pris en considération dans l'estimation de la valorisation. Alors on a quand même beaucoup de clubs à regarder pour y aller dans le détail, mais une capacité moyenne de 46 283 places. On a 11 clubs sur 51 qui ont un stade de capacité supérieure à l'OM, et 7 des 24 premiers ne sont pas propriétaires, dont 2 qui partagent un stade, c'est les 2 clubs de Milan. On a un échantillon de 51 équipes qui sont valorisées par Forbes, et dont 51 équipes valorisées par Forbes ou Sportico. Forbes en a valorisé 24, Sportico en a valorisé 50. C'est Fulham l'équipe qui n'est pas valorisée par Sportico et qui est valorisée par Forbes. On a 20 équipes de la Deloitte Money League qui sont incluses, donc toutes les équipes de la Deloitte Money League sont dans le tableau, et on a donc des statistiques qui nous montrent que l'OM est à peu près pas trop loin de la moyenne de cet échantillon-là, avec des revenus de l'ordre de 250 millions d'euros aujourd'hui. On est un peu en dessous des échantillons de Forbes et Deloitte. On est un tout petit peu en dessous de la moyenne de l'échantillon de Sportico. En termes de valo, a priori, on voit que tous les clubs qui sont considérés ici ont des valos supérieurs à 550 millions d'euros, que la moyenne, elle se situe entre 1,6 milliard et 3 milliards d'euros pour la plupart de ces clubs, et le maximum à 6,2 milliards d'euros, 6,6 milliards d'euros même selon Deloitte et Forbes. La valo Transfermarkt qui est indiquée ici, c'est bien sûr la valo de l'effectif. Transfermarkt, il ne valorise pas l'entreprise, il valorise
l'effectif. Donc le club qui a le plus de joueurs, le mieux valorisé dans le monde, ça doit être 1,3 milliard d'euros. Et le plus petit club de l'échantillon, il a un effectif qui est valorisé à 22,9 millions d'euros. La moyenne se situe à 371 millions d'euros, ce qui fait une centaine de millions d'euros, un peu moins, 80 millions d'euros de plus que l'OM. On a une méthode qui est validée par l'ENSAE. Je vous avais présenté lors de la vidéo de 2022 le document qui expliquait cette valorisation, cette méthode de valorisation. Si on regarde cet échantillon-là, pour essayer de coller au plus près à ce qui ressemble à l'Olympique de Marseille, on va utiliser des clubs qui sont européens, dont les produits hors mutation sont inférieurs à 400 millions d'euros et qui ont un résultat net positif comme l'Olympique de Marseille ces dernières saisons. On va voir du coup que la méthode, elle nous donne finalement un multiple qui est proche de 4, 4,5, autour de 4,2 pour ces sociétés-là. Et de manière un peu prudente, on va être un petit peu en dessous de ça dans nos évaluations. Et d'ailleurs, on va se baser aussi plus précisément sur le meilleur comparable, a priori, c'est quand même l'Olympique Lyonnais qui est coté en bourse, ou qui l'a été il n'y a pas longtemps, et qui donc nous donne des éléments financiers assez précis et un prix par action qui est relativement fiable. L'action de l'OL, elle se cotait à peu près à 1,85 € la dernière fois que j'ai regardé. Et on est sensiblement dans ces eaux-là quand on fait le calcul de la valorisation par la méthode des multiples, en utilisant ces principes-là. Donc on va voir qu'on a les produits hors mutation selon la DNCG, on a les produits hors mutation moyens sur 3 ans, qu'on multiplie par 4 ou par 3 ou 3,5 selon la gestion de la société, pour en arriver finalement à un equity value après avoir déduit les dettes financières et éventuellement une petite décote pour la propriété du stade. Et enfin, on arrive à déterminer la valeur d'entreprise, le prix par action, en fonction de la cotisation, en fonction de cette méthode des multiples, qui est proche du coup de l'estimation qu'on a fait par la méthode de l'actif net, puisqu'on était sur 745 millions sur la méthode de l'actif net, et là on est sur une fourchette de 734 à 847 millions d'euros, grosso modo. Alors, est-ce que 600 millions de dollars ont effectivement été brûlés par McCourt, comme ce qu'on a entendu dire certaines personnes qui pensent que Frank McCourt est un fou qui jette son argent par les fenêtres? Moi, effectivement, je vois les investissements de l'actionnaire quand je compte dans la comptabilité. Ça se traduit par des augmentations de capital, des apports en compte courant d'actionnaires, en retraçant la comptabilité sur ces dernières années jusqu'en 2023, là où on a la compta. On retrouve bien 512 millions d'euros d'investissement. On s'imagine que pour faire le mercato et la saison qu'on a fait cette année, l'investisseur a sûrement dû remettre au pot. J'ai été un peu surpris qu'il n'y ait pas d'augmentation de capital, mais je ne désespère pas que ça arrive avant la fin de la saison. Mais en tout cas, il doit vraisemblablement y avoir au moins des apports en compte courant d'actionnaires qui ont nourri les résultats de l'OM ces derniers mois. On continue. Est-ce que c'est toujours possible que McCourt continue à investir? On me demande régulièrement. Maintenant qu'il a prouvé qu'il pouvait générer de la valeur économique en investissant dans le sport une deuxième fois, après ce qu'il avait fait avec les Dodgers, McCourt peut, oui, être tenté de viser une valorisation encore plus élevée, avoir l'impression que tant qu'il gagne, il faut qu'il joue. C'est tout à fait le genre de comportement qu'on voit chez les investisseurs comme chez les spéculateurs. Et je ne saurais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ce qui est sûr, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais il y a en tout cas quelques pistes de réflexion sur la marge de progression qui reste encore possible. Et sans être complètement fou, on peut encore espérer que l'OM aille beaucoup plus haut que les 750 millions d'euros de valorisation dont on parle ici. Alors dans les pistes d'amélioration, il y a toutes celles-ci. Déjà à moyen terme, il faudrait que l'OM rivalise avec des clubs comme l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, le Milan AC, en termes de budget et en termes de performance sportive. On a un budget de top 16 à peu près, on doit se qualifier régulièrement en quart de Ligue des Champions. Et éventuellement, et plus si affinité, donc ça veut dire peut-être un petit peu augmenter les tarifs de billetterie au stade, à gagner un peu en visibilité internationale, être un peu meilleur en sponsoring et merchandising,
renégocier à la marge les droits télé. Et alors, la cerise sur le gâteau, peut-être le Graal, si jamais McCourt y croit, ce serait d'accéder à la Super League, parce que ça, effectivement, en termes de revenus, ça donnerait encore une étape de plus dans la financiarisation du foot, qu'on le souhaite ou pas. Ça pourrait être un calcul que McCourt fait qui justifie le fait qu'il ait encore envie d'investir dans le club. Si effectivement il pense qu'il peut retirer une valorisation un jour de 2, 3, 4 milliards d'euros pour le club, c'est pas du tout impossible. Et si c'est le cas, bien sûr, il peut continuer à investir des sommes considérables dans le club pour atteindre cet objectif qui peut paraître irréaliste à certains. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain vaut 3 ou 4 milliards d'euros. C'est pas exclu qu'un jour l'OM puisse valoir le même genre de montant. En termes de maîtrise des charges hors mutation, on peut aussi faire beaucoup mieux. Là-dessus, on n'est pas très bon jusqu'à présent. Pour le budget qu'on a aujourd'hui de produits, on devrait dépenser un petit peu moins d'argent, peut-être 5 ou 10% de moins que ce qu'on dépense. Avec la stabilité de l'effectif et des performances sportives plus régulières, on va arriver à mieux maîtriser les charges et peut-être à les augmenter si les produits veulent bien augmenter aussi. Sur le plan du marché des transferts, vous savez que j'ai fait pas mal d'analyses à ce sujet-là, que personnellement je trouve qu'on n'a pas été bon là-dessus. On a plein d'axes d'amélioration sur des petits détails. Notamment, on peut être plus efficace sur le marché des transferts gratuits. J'ai trouvé que c'était très bien ce qu'on avait fait cette année avec Adrien Rabiot et avec Luis Felipe Ramos, en espérant qu'il joue au foot celui-là assez rapidement. Mais il ne faudrait pas qu'on balance ça par la fenêtre en fin de saison en laissant partir beaucoup de joueurs gratuitement. On a déjà des ratés sur le plan du développement des jeunes avec Wai, Brassier, Koné et Meïté qui sont partis au mercato d'hiver. Il va falloir aussi être plus productif au niveau du centre de formation où on a vu le départ de Sternal et pour l'instant c'est pas encore brillant sur le plan de l'intégration des jeunes du centre de formation ni même ceux de la post-formation au sein du club. Il faut qu'on arrive à réussir des grosses ventes avec des fortes plus-values, peut-être des ventes à 50, 100 millions d'euros sur des joueurs qu'on a payés 5, 10 millions d'euros. Ça, c'est le genre de ventes qui nous permettront un jour de franchir un palier et nous aussi de pouvoir acheter des joueurs à 30, 40 millions d'euros pour franchir un palier sur le plan sportif. On a aussi besoin de renforcer l'aura du club sur le marché des transferts pour que les jeunes joueurs de tout bord qui veulent percer dans le football européen se disent que l'Olympique de Marseille, c'est le club idéal pour lancer leur carrière. Ça, on n'y est pas encore et on peut peut-être encore progresser là-dessus. Et puis pour McCourt, toujours dans une perspective d'investisseur, il y a encore beaucoup de choses qu'il n'a pas faites au Vélodrome. Il pourrait prolonger la concession sur le Vélodrome qui dure quand même encore pour 18 ans, mais pour créer de la valeur économique, ça reste une bonne façon de procéder, de rajouter 5 ou 10 ans, d'échanger quelques euros en plus à la mairie contre une extension du terme qui ne leur coûtera pas cher sur le plan politique. On peut aussi développer un nouvel OM Campus. On sait que ça, c'est pratiquement en cours. C'est pour ça que j'ai mis une probabilité assez élevée pour ça. On pourrait envisager que l'équipe féminine soit en D1 du championnat féminin. On pourrait rénover la commanderie, étendre ou déménager le centre d'entraînement, acquérir le vélodrome. Ça coûterait cher, mais peut-être pas aussi cher que d'acheter un stade neuf ou d'attendre que la mairie soit plus proche de la fin de la concession pour les avoir dans une position plus défavorable. Donc on pourrait envisager que ce genre de négociation-là, elle se fasse dans les mois, les années qui viennent. C'est possible, McCourt en a parlé l'été dernier, qu'il envisage d'acheter un ou même plusieurs clubs satellites et développer un modèle de multipropriété. C'est possible aussi qu'il y ait des opportunités immobilières, on en a déjà parlé, autour du stade, en partenariat éventuellement avec CMA-CGM, avec lequel le club est assez copain ces derniers temps, ou avec d'autres partenaires d'ailleurs. Et puis il peut y avoir plein d'autres opportunités de business local. On n'a pas trop l'impression que ça se soit présenté pour McCourt jusqu'à présent sur ces terrains-là,
Mais c'est un mec qui est persévérant. Il a attendu 20 ans sur d'autres business pour arriver à retirer les fruits de ses investissements. Il est capable d'être patient. Et c'est pas impossible encore qu'il sorte gagnant aussi par ces portes-là. Donc beaucoup d'opportunités encore pour générer de la valeur si jamais ces projets-là arrivent à bout. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.